Bonjour et bienvenue sur Algomius. En tant que développeur, en fait, nous nous rendons assez vite compte que les programmes s'exécutent dans un temps relativement faible. Quelques fractions de secondes pour des instructions, pour des problèmes les plus simples. Pourtant, nous, en tant que développeurs, on met parfois du temps à écrire des programmes. Ce sont des centaines d'instructions, des milliers d'instructions. Et comment est-ce qu'on pourrait peut-être gagner un petit peu de temps? On aimerait savoir comment est-ce que je pourrais utiliser en fait moins d'instructions pour faire en fait plus d'opérations. Ce que j'aimerais, c'est ne pas prendre forcément l'ordinateur par la main, lui donner vraiment de manière exhaustive tout ce qu'il y a à faire, mais lui expliquer en fait certaines règles pour qu'il puisse faire le travail tout seul. Par exemple, au lieu de lui dire écris 1, écris 2, écris 3, écris 4, j'aimerais pouvoir lui dire compte jusqu'à 1000. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'il est possible de faire avec la structure de boucle que nous allons aborder dans cette vidéo. La structure de boucle, on va voir que ça va nous permettre de répéter des instructions. Nous, en tant que développeurs, on n'aura pas grand-chose à faire puisqu'on va simplement créer une règle que l'ordinateur comprend. Et l'ordinateur, lui, va suivre cette règle jusqu'à ce qu'il arrive en fait au bout. On va s'apercevoir qu'il y a deux mécanismes pour mettre en place une boucle. Soit je connais à l'avance le nombre d'itérations qu'il va y avoir à faire. Par exemple, je vais dire à l'ordinateur compte jusqu'à 1000. Je sais donc dès le début en fait qu'il va devoir effectuer 1000 opérations de comptage. Je peux aussi en fait me retrouver devant le cas où je ne sais pas à l'avance combien il y a d'opérations à faire, mais je sais que qu'il va devoir s'arrêter sous une certaine condition. Par exemple, calcule-moi une valeur approchée, et puis dès que tu es à 3 chiffres après la virgule près, tu t'arrêtes. Je ne sais pas combien de temps ça va te prendre, mais tu vas t'arrêter quand la condition sera réalisée. C'est une autre façon de voir les conditions. Une fois qu'on aura vu ces deux méthodes de boucle, on va aussi s'apercevoir que l'on peut mettre une boucle dans une boucle en termes de structure, et donc ça va me permettre en fait de parcourir en fait des objets un petit peu plus complexes, comme par exemple les matrices, les tableaux à deux dimensions. Ça ne fera pas l'objet de cette vidéo-là, mais c'est une introduction qui va justement nous permettre d'arriver à parcourir ces structures complexes. Donc, l'idée ici, principale de la vidéo, si jamais je résume, c'est comment je peux faire moi en tant que développeur pour écrire le moins de code possible et que l'ordinateur fasse le plus de travail possible. On peut voir ça comme de la paresse, on peut voir ça plutôt comme une optimisation. Nous allons essayer de comprendre l'idée qui se cache derrière le mécanisme de boucle et pourquoi nous devrions utiliser des boucles en tant que développeurs. Alors l'idée tout simplement c'est de se servir de la puissance du calcul de l'ordinateur ou du microprocesseur sans avoir à se répéter. Effectivement, imaginez par exemple que je veuille que l'ordinateur me donne par exemple l'étape de multiplication. Alors je pourrais écrire par exemple print 1 fois 1, print 1 fois 2, print 1 fois 3 et ainsi de suite. Mais ça me prendrait en fait un temps fou puisque ça me ferait écrire en fait une centaine d'instructions et l'ordinateur en fait résoudrait mon problème en une fraction de seconde. Donc l'idée c'est tout simplement de se dire ce qui va être limitant du coup dans l'utilisation de l'ordinateur, c'est le temps que je vais passer, moi, développeur, à écrire un programme. Et donc tout simplement, ce que j'aimerais pouvoir lui dire, c'est essayer de lui fixer une règle et de dire, voilà, tu m'écris l'étape de multiplication, tu fais varier une opérande de 1 à 10, tu fais varier le deuxième opérande de 1 à 10, tu essayes de mettre toutes les combinaisons ensemble, et puis tu me donnes tous les résultats que tu obtiens. Voilà. Donc fixer une règle plutôt que d'écrire toutes les instructions une à une. Ok. Autre chose, là je sais à l'avance combien de fois je vais lui demander d'écrire quelque chose, mais si jamais je ne sais pas à l'avance combien de fois je vais devoir répéter une instruction, imaginons par exemple que je veux écrire les nombres par exemple de 1 à 100. Je veux tous les écrire. Bon, alors je pourrais écrire 100 printf, ça me prendrait du temps. Et puis je voudrais dire par exemple, pour que ce soit plus flexible, je voudrais qu'une personne puisse me donner un nombre, et j'écris tous les nombres de 1 jusqu'au nombre donné par l'utilisateur. Comment je pourrais faire ça? Il faudrait que je m'adapte en fait au nombre que me donne l'utilisateur. Et donc il faudrait, si jamais on n'utilise pas de mécanisme de boucle, on pourrait imaginer par exemple de dire voilà, j'ai une personne qui me donne le nombre 7,
Et donc, je dirais tout simplement, si le nombre donné est supérieur à 1, j'écris 1, s'il est supérieur à 2, j'écris 2, s'il est supérieur à 3, j'écris 3, et ainsi de suite. Mais je ne peux pas prévoir quelque chose comme ça, enfin, le programme serait archi long pour quelque chose, en fait, de complètement bénin. Bon, alors l'idée, c'est vraiment d'utiliser la puissance de l'ordinateur, la puissance de calcul du microprocesseur, pour lui faire effectuer des tâches, et que nous, en tant que développeurs, en fait, on n'ait pas autant de tâches que ça, c'est-à-dire qu'on puisse, avec une structure minimale, lui faire en fait un maximum d'opérations. Et donc, en fait, ce que l'on aimerait faire, c'est pouvoir exprimer une règle, c'est-à-dire, voilà, tu suis cette règle, tu la suis jusqu'à ce que tu arrives au bout, enfin jusqu'à ce que tu aies compté un nombre de fois, ou jusqu'à ce que tu arrives sur une certaine condition, et une fois que tu y es arrivé, bah, tu me renvoies le résultat. Et donc, ça serait beaucoup plus simple pour nous. C'est comme si par exemple on donnait du travail à faire, on avait quelqu'un qui voulait nous donner un coup de main, et on voulait par exemple clôturer un champ. On pourrait dire à la personne, voilà, tu plantes un poteau tous les 3 mètres, et tu me clôtures le champ. Et puis avec ces instructions-là, il pourrait faire son champ. On ne va pas se mettre à chaque fois un emplacement et dire, voilà, il faut un poteau là, maintenant il faut un poteau là, maintenant il faut un poteau là. Ça, c'est quelque chose qui nous prendrait énormément de temps, alors qu'avec une instruction très simple, eh bien, on pourrait rendre la personne autonome dans son boulot. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire avec le mécanisme des boucles. La première boucle que nous allons voir, c'est la boucle for, ou la boucle que l'on a déjà abordée en algorithmique, qui s'appelle la boucle pour. La boucle pour, elle est utilisable lorsque vous connaissez les limites, c'est-à-dire lorsque vous savez d'où vous partez, où vous arrivez, en clair, vous savez à l'avance en fait le nombre d'itérations que vous allez faire. Par exemple, si je reprends l'exemple de mes tables de multiplication, si je veux les tables de 1 à 10, eh bien je sais que si je fais les tables de 1 à 10 avec les deux opérandes qui varient de 1 à 10, je sais qu'à la fin, je vais devoir calculer 100 résultats. Donc, avant même que la boucle commence, je sais déjà le nombre de résultats que je vais obtenir. Et donc, cette boucle, elle va s'appuyer sur un compteur. Et ce compteur, c'est quoi? C'est tout simplement une variable où on va stocker, en fait, là où on en est dans la boucle. Ce compteur va prendre une valeur de départ, c'est-à-dire d'où je démarre, puis il est évalué pour terminer la boucle, c'est-à-dire, par exemple, si je veux compter de 1 à 10, eh bien, je vais avoir un compteur qui va valoir 0, puis à chaque tour de boucle, je vais lui ajouter 1, et quand est-ce que je vais arrêter? Je vais arrêter, par exemple, quand le compteur devient supérieur à 10. Donc, on fixe le départ, on fixe l'arrivée, on fixe une règle d'évolution. À chaque tour de boucle, en fait, le compteur prend 1 en plus. Et ces 3 parties sont très importantes puisqu'elles se retrouvent effectivement dans l'entête de la structure pour. Quand on écrit une structure pour, en C notamment, on va utiliser un for, et ensuite entre parenthèses, on va mettre ces 3 éléments séparés par des points-virgules. Premier élément, d'où je pars? Eh bien, je vais faire un unsigned int qui est égal à 0. Puis, il faut que ce i, alors là, tiens, j'ai un petit souci, il y a un i qui n'est pas passé, j'ai une petite coquille, hop. Ce unsigned i, qui commence à 0, donc c'est-à-dire que je mets 0 dans le compteur, puis i doit être inférieur à une certaine limite, et i, en fait, va faire plus 1 à chaque tour de boucle. On retrouve bien ces 3 éléments dans la boucle for. Alors on va essayer de voir un cas concret de mise en place de cette boucle for. Donc ce que je vais faire, c'est un petit programme très simple qui affiche les nombres de 0 à 20. On va essayer de modifier cette boucle pour qu'elle ne donne que les nombres pairs de 0 à 20. Et on va essayer de modifier aussi la boucle pour que la fonction obtenir en fait un compte à rebours de 20 à 0. Parce que l'utilisation de la boucle for elle est intéressante, parce qu'avec un peu d'habitude, on sait immédiatement en lisant l'entête comment va se dérouler la boucle, puisque dans l'entête, il y a déjà la situation de départ, la situation d'arrivée, et comment je vais me déplacer dans la boucle. En fait, on va s'apercevoir que ces 3 demandes vont juste nous faire modifier l'entête. De 0 à 20, c'est qu'on démarre à 0, on termine à 20 et on fait plus 1 à chaque fois. Si je veux que les nombres pairs, je démarre à 0, je vais jusqu'à 20, mais j'ajoute 2 à chaque fois. Et si jamais je veux un compte à rebours, eh bien cette fois-ci je pars de 20, j'essaie d'arriver à 0 et je fais moins 1 à chaque étape. Donc vous voyez qu'en ne modifiant que la signature de la boucle, eh bien je vais arriver en fait à résoudre mes 3 problèmes. Alors on va essayer de voir comment ça marche.
On va donc créer une boucle que l'on va appeler, alors je vais l'appeler boucle for.c. Je vais avoir besoin naturellement d'un include pour pouvoir afficher et lire des éléments. Je vais faire un main, voilà. La première boucle, en fait, je vais juste la faire compter de 0 à 20. Alors, je vais faire un for, je vais faire un unsigned int. Alors, je pourrais très bien faire un int, hein, mais un unsigned int va me permettre, en fait, d'aller beaucoup plus loin, puisque c'est un entier non signé, c'est-à-dire, en fait, qu'il n'a pas de nombre négatif. Un unsigned int n'a que des valeurs positives, et donc, si je représente un nombre uniquement positif sur le même nombre de bits que j'aurais représenté un entier qui peut être positif et négatif, je peux aller 2 fois plus loin en termes de représentation. Donc unsigned int i, je lui dis qu'au premier tour de la boucle, i va valoir 0. Ok. Puis je vais lui dire que je reste dans la boucle tant que i est inférieur à ou égal à 20. Donc ça veut dire que quand i va devenir supérieur à 20, la boucle va s'arrêter automatiquement. Et il ne faut pas que j'oublie en fait de dire qu'à chaque étape, i prend 1 dans la valeur, donc c'est-à-dire premier tour de boucle, il va valoir 0, deuxième tour 1, troisième tour 2, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit plus grand que 20, et quand il va être plus grand que 20, il va sortir de la boucle. Et donc tout simplement, ici, je vais mettre mon petit bloc, et je vais dire, voilà, je vais faire un printf %d, hein, puisque i est un entier, %n, et je vais afficher i. Voilà. On essaye de voir si ça marche. Je vais faire un g++, boucle for.c, et je vais appeler mon programme boucle for. Voilà. Boucle for, ça marche. Et donc je m'aperçois effectivement que dans mon terminal, j'affiche bien les nombres de 0. Donc je suis bien parti de 0, hein, premier tour de boucle 0, puis il a fait plus 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Et quand il est arrivé à 20, il m'a affiché 20, il est retourné dans la boucle, il a fait i plus 1, donc il est passé à 21. 21 n'est pas inférieur ou égal à 20, du coup je suis sorti de la boucle et mon programme s'est terminé. Voilà. Donc attention, hein, il faut bien réfléchir à ces trois éléments, élément de départ, élément d'arrivée, et comment je passe de l'un à l'autre. Parce qu'on pourrait très facilement créer une boucle infinie. Imaginons que i au premier tour de boucle est égal à 0, que i doit rester inférieur ou égal à 20, et qu'à chaque tour de boucle j'enlève 1 à i. Bah, j'irai à moins 1, c'est inférieur à 20, moins 2, c'est inférieur à 20, moins 3, c'est inférieur à 20, et en fait, je ne serai plus jamais supérieur à 20, et j'aurai donc créé une boucle infinie. Ok. Deuxième élément, on voulait une boucle for qui compte de 1 à 20, mais cette fois-ci uniquement qui compte uniquement les nombres pairs. Alors je vais juste faire un retour à la ligne ici, pour bien marquer la différence entre les deux. Je vais reprendre exactement la même boucle for, hein, qui compte jusqu'à 20. Je pars toujours de 0, je m'arrête quand i est supérieur à 20, ça marche toujours. Mais ce que je vais faire, tout simplement, c'est que i, à chaque tour de boucle, je vais lui rajouter 2. Alors, je peux écrire comme ça, hein, i égale i plus 2, ça marche, mais il y a aussi un opérateur combiné qui me permet de dire, voilà, i plus égale 2, qui dit, voilà, tu fais i plus 2 et tu remets le résultat dans i. Voilà. Bon, bah une fois de plus, j'ai les différents éléments qui sont mis en place, j'ai pas changé le début, j'ai pas changé la fin, j'ai juste changé, en fait, comment le i évolue dans la boucle. On essaie de voir, je recompile, boucle for, et donc j'ai bien effectivement, donc là ça comptait de 0 à 20, première boucle, et deuxième boucle, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, donc j'ai bien une boucle qui compte de 2 en 2, simplement en changeant le pas. Et la dernière boucle que je voulais mettre en place, c'est simplement un compte à rebours, cette fois-ci je démarre de 20, j'essaye d'arriver à 0, et naturellement, pour passer de 20 à 0, eh bien, il va falloir que je décrémente mes éléments. Donc cette fois-ci, mon unsigned int, i part de 20. Ok. Et là, on va s'apercevoir que j'ai un petit problème quand même. On va l'expliquer. J'ai un unsigned int qui est égal à 20. Tant que i est
Tant que i est supérieur ou égal à 0, je continue la boucle, hein, je vais aller jusqu'à 0. Et dans ma boucle, je vais tout simplement faire i moins moins. I moins moins, à chaque tour de boucle, je vais décrémenter de 1. Donc je commence à 20, deuxième tour 19, troisième tour 18, et ainsi de suite. Et je m'arrête lorsque i est inférieur à 0. On va voir que cette boucle a quand même un petit problème, et on va l'expliquer. Donc je vais compiler, je vais relancer, et vous apercevez que j'ai en fait une boucle infinie. Alors d'où vient cette boucle infinie? Cette boucle infinie, en fait, elle vient du fait que j'ai déclaré en fait mon i en unsigned int. C'est-à-dire que pour c, je suis sur un entier non signé, et donc tout simplement, si je suis sur un entier non signé, eh bien cet entier ne peut jamais être négatif. C'est-à-dire que si i est égal à 0 et qu'il fait moins 1, en fait, il va revenir au plus gros entier qui peut être géré par c. Donc là, il faut que je me débarrasse du unsigned, et en fait que je mette simplement ma boucle for, et là vous voyez que cette fois-ci ça marche. Je suis parti de 20, 19, 18, machin, jusqu'à 0. Arrivé à 0, le tour de la boucle suivante a fait i égale i moins 1, donc je suis passé à moins 1. Et bien moins 1 n'est plus supérieur ou égal à 0, donc la boucle s'est arrêtée à la fin de mon compte à rebours. Ok, donc première vision de la boucle for, une boucle que je peux mettre en place lorsque je connais à l'avance le nombre d'itérations, que je connais la situation de départ, la situation d'arrivée, et comment en fait je progresse dans les différentes étapes. Alors on n'a pas toujours ce loisir de connaître à l'avance le nombre d'itérations que va faire une boucle, et donc du coup on a une alternative à la boucle for qui est la boucle while. Donc en français c'est la boucle tant que. Alors cette fois on a les données du problème qui sont un peu différentes, je ne sais pas en fait combien de fois je vais m'arrêter, mais je sais sous quelles conditions je vais m'arrêter. Cette notion de condition, c'est une notion qu'on avait déjà retrouvée dans la structure conditionnelle. On avait un if, une condition entre parenthèses. Si ça c'était le cas, je faisais une instruction. Si ça n'était pas le cas, j'avais un else, et je faisais autre chose. Et bien là, on va retrouver la même notion de condition. Tant que la condition est vraie, je vais répéter en fait une instruction. C'est exactement la même chose, hein. Si je reprends les instructions que je peux donner à quelqu'un pour clôturer un terrain, je peux lui dire, voilà, tu vas me planter 30 piquets pour clôturer le terrain. Donc ça, ce serait une boucle for. Je sais à l'avance combien de piquets il va planter, 30. Soit je vais lui dire, bah, tu plantes des piquets jusqu'à ce que le terrain soit entièrement clôturé. Jusqu'à ce que, ou tant que le terrain n'est pas entièrement clôturé, tu replantes des piquets. Et donc tout simplement, là on ne sait pas à l'avance combien de piquets il va planter, mais on lui donne quand même une situation finale qui va lui permettre en fait d'arrêter de travailler. Donc la similitude entre la structure tant que et la structure sinon, eh bien elle se limite à cette condition-là. Cette condition doit être vraie ou fausse, encore une fois sans ambiguïté. Et on va voir que les règles pour mettre en place cette condition sont les mêmes que celles qu'on avait pour la structure conditionnelle. Donc les opérateurs logiques sont naturellement toujours acceptés, l'opérateur et, l'opérateur ou l'opérateur de négation, point d'exclamation. Ok. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le corps de la boucle while, il va falloir modifier au moins une valeur de la condition pour ne pas aboutir sur une boucle infinie. Effectivement, si vous rentrez dans une boucle while sous une condition et que cette condition n'est jamais modifiée dans le corps du while, eh bien cette condition sera toujours vraie et vous allez créer en fait une boucle infinie. Là aussi, je vous propose de voir un cas concret de la mise en place de la boucle while. On va écrire un programme de musculation qui va nous donner combien de pompes on peut faire en fonction de l'énergie de la journée. Alors l'idée c'est quoi? C'est que vous vous levez le matin avec un certain niveau d'énergie, et de l'autre côté, vous avez aussi de faire une pompe qui va vous coûter de l'énergie. Donc à chaque fois que vous allez faire une pompe, vous allez avoir l'énergie que demande une pompe en moins. Et l'idée c'est de voir avec l'énergie que vous avez, combien de pompes vous pouvez faire. Donc je ne sais pas à l'avance en fait combien vous allez pouvoir faire de pompes. Ce qui va vous limiter, c'est que on va s'arrêter quand vous n'aurez plus l'énergie de faire une pompe de plus. Voilà. Et donc cette règle, c'est une condition. Si votre énergie est inférieure à l'énergie demandée par une pompe, la boucle s'arrête et vous avez fini votre exercice de musculation. Donc on est vraiment sur un exercice de musculation à l'échec.
Alors, on va se créer de nouveau une petite boucle. On va faire cette fois-ci ce que l'on appelle une boucle while.c. Boucle while.c, j'ai toujours besoin d'un include en C, std, io pour les in et out. Je crée ma structure main. Et je vais dire tout simplement, voilà, j'ai besoin de deux choses. L'énergie de la personne. Alors l'énergie, par exemple, elle se lève avec une énergie de 120. Voilà. Et l'énergie qu'il me faut pour faire une pompe. L'énergie qu'il faut pour faire une pompe, par exemple, je vais dire que c'est 11. Alors c'est des données complètement arbitraires. Et je vais donc créer ma boucle tant que, et ma boucle tant que se base sur une condition. Si j'exprime ma condition vraiment en français, c'est quoi? Quelle serait la condition? C'est de dire, voilà, je vais faire des pompes tant que mon énergie me le permet. C'est-à-dire tant que l'énergie de la personne est en fait supérieure ou égale. Si elle est vraiment égale, je peux encore en faire une, je vais finir à 0, mais j'ai le droit. Tant que l'énergie de la personne est supérieure à ce qu'il faut pour faire une pompe, voilà, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais effectuer une pompe, backslash n, je vais effectuer une pompe, et il ne faut pas que j'oublie, je vous l'ai dit, parce que si jamais au départ, si je laisse simplement la fonction comme ça, et qu'au départ, la personne a l'énergie de faire une pompe, eh bien je vais créer une boucle infinie, parce qu'à aucun moment donné dans la boucle while, je modifie ni cet opérande-là, ni celle-là. Et donc je vais avoir un problème. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que si la personne a effectué une pompe, eh bien elle a de l'énergie en moins. Donc il faut que je mette à jour l'énergie de la personne. L'énergie de la personne, c'est quoi? C'est l'énergie de la personne qu'elle avait jusque-là, moins l'énergie pour faire une pompe. Si jamais je veux l'écrire, alors ça c'est tout à fait correct, si jamais je veux l'écrire avec un opérateur composé, je peux écrire la même chose en faisant i personne moins égale i pompe. Ce qui équivaut en fait à prendre l'énergie de la personne, lui soustraire l'énergie qu'il faut pour faire une pompe, de prendre le résultat et de le re-sauvegarder dans i personne. Ok, ça marche. On va essayer, on va compiler. Donc, ça s'appelle boucle while.c et je vais l'appeler boucle while. Voilà, boucle while. Voilà, donc je fais une pompe, 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 et à un moment donné, il s'arrête. Si jamais je veux savoir combien de pompes ont été faites, il n'y a aucun problème, je vais simplement faire un compteur. Voilà. Et à chaque fois qu'une pompe a été faite, je vais incrémenter le compteur. N++, qui veut dire n égale n plus 1. Et à la fin, je peux afficher... Alors, c'est un entier, donc c'est du %d. Je vais à la ligne et j'affiche n. Voilà. Printf, le F, c'est à force de faire du Python. Ok, boucle while. Voilà, et j'ai fait 10 pompes. Donc 10 fois 11, ça fait 110. 120 moins 110, il reste 10. Effectivement, il ne reste plus l'énergie de faire une 11e pompe. Donc on est bon, notre programme fonctionne, et on a donc la possibilité maintenant de faire plusieurs pompes. Ok. Ça marche. Donc on a bien vu la différence entre la boucle for, quand je connais à l'avance le nombre d'itérations, while je ne connais pas le nombre d'itérations à l'avance, mais je peux définir une condition qui va me permettre de savoir quand je dois m'arrêter. Alors la while en fait a une alternative qui est la boucle do while. Alors c'est une alternative qui n'existe pas dans tous les langages de programmation, mais elle existe en C, donc pourquoi ne pas en parler? La boucle do while, elle va en fait, au lieu de tester la condition au début de la boucle, elle va tester la condition à la fin de la boucle. Et cela a l'avantage en fait de passer toujours au moins une fois dans les instructions. Alors ça peut servir en fait à des cas bien précis, comme par exemple les validations de saisie. Et on va essayer d'imaginer, pour bien expliquer le problème, on va imaginer qu'on demande à un utilisateur de rentrer un nombre entre 1 et 10. Et que si jamais le nombre n'est pas compris entre 1 et 10, on va simplement lui reposer la question pour qu'on ait en fait une répétition qui soit faite.
Ok. Donc, on va créer quelque chose qui s'appelle dowhile.c. Pareil, hein, toujours, j'ai pas besoin de beaucoup de choses, j'ai juste besoin de la bibliothèque d'entrée-sortie et j'ai besoin d'un programme principal. Je vais déclarer un entier n qui va me servir à stocker l'entier qui est saisi par l'utilisateur. Et ce que je vais faire en fait, quand je voudrais que l'utilisateur me donne un nombre entre 1 et 10. Voilà. Et je veux pouvoir récupérer ce nombre. Donc je fais un scanf, c'est du %d, et puisque je veux modifier n, il ne faut pas que j'oublie de mettre le et commercial. Voilà. Donc, il me donne un nombre entre 1 et 10. Et moi, ce que je veux, c'est que tant que ce nombre n'est pas compris entre 1 et 10, eh bien, je vais simplement lui redemander. Ok. Donc là, je vais utiliser en fait une structure qu'on appelle do-while, tout simplement parce que le do va se lancer, il va demander un nombre entre 1 et 10, il va le saisir, et le while va se retrouver cette fois-ci pas en début de boucle, mais en fin de boucle. Et je vais lui dire, en fait, je continue. Quand est-ce que je continue? Eh bien, je continue si la valeur de n est inférieure à 1, ok, ou alors, si n est supérieur à 10. Dans ces deux cas-là, alors je vais faire le point virgule, pour fermer mon while, je vais en fait retourner au début de la boucle. stdio. Voilà, il râle un petit peu sur l'include, je m'étais trompé. Donc l'idée c'est quoi? C'est je passe par un n, je passe par ces deux instructions, je lis un nombre, et je teste à la fin. Donc ça veut dire que la différence entre le while et le do-while, c'est que si vous avez un while et la condition est fausse depuis le début, je ne rentre jamais dans la boucle. Avec le do-while, je rentre toujours au moins une fois dans la boucle. Là, le test, la condition, elle est évaluée en sortie de boucle, et je regarde en fait si je dois retourner ou non au début de la boucle. Alors là, pareil, on va essayer de compiler tout ça. Do-while.c. Ah, j'ai oublié de lui donner un nom. Voilà, do-while. Donc si il me dit rentrer un nombre entre 1 et 10, on va faire ça plus joli parce que... Voilà, donnez-moi un nombre entre 1 et 10. Ok, alors je vais être assez embêtant avec lui, je vais lui donner moins 5, donc il me le redemande. Ok, je vais lui donner 15, ok, il me le redemande, je vais lui donner 5, cette fois-ci il est content. Voilà, donc ça marche un petit peu de façon alternative, hein. Donc cette structure n'existe pas dans tous les langages de programmation, il me semble qu'en Python elle n'existe pas. Là, ça peut être une alternative, par exemple, assez intéressante. Ça vous permet de ne pas avoir de répétition lorsque, par exemple, vous faites, comme je viens de le faire ici, une vérification d'une saisie d'un utilisateur. Ok, donc alternative qui peut être sympa à connaître, hein. Mais les règles, ça fonctionne exactement comme un while classique, hein. La condition, elle a exactement les mêmes possibilités que dans un while classique ou que dans une structure conditionnelle. Dernière chose que je voudrais aborder dans cette vidéo, ce sont les boucles imbriquées. J'ai le droit, naturellement, d'avoir des boucles dans des boucles, dans des boucles, dans des boucles, dans des boucles. De toute façon, je n'ai aucune limite non plus, à part mon imagination. Alors, si on a bien compris le principe des blocs, la visibilité des variables devrait être claire, c'est-à-dire que la variable compteur qui est définie dans la boucle n'est connue que dans la boucle elle-même, hein. Mais par contre, je peux la réutiliser si jamais j'ai des sous-blocs directement dans mes boucles. Donc ce que j'aimerais en fait, pour illustrer ce problème, c'est résoudre un problème dont j'ai parlé depuis le début de la vidéo. J'aimerais pouvoir écrire un programme qui affiche les tables de multiplication de 1 à 10. Ça me les affiche toutes, ça me fait varier une opérande de 1 à 10, ça me fait varier une deuxième opérande de 1 à 10, et ça m'écrit simplement toutes les combinaisons possibles de multiplication entre ces deux opérandes. Ok. Alors ce que je vous propose, c'est vraiment de le faire par étapes, hein. On va essayer d'écrire déjà la table de 1, table assez facile, hein, à écrire avec une boucle, et ensuite on va essayer de réfléchir comment je peux utiliser les notions de boucle imbriquée pour aller un petit peu plus loin. Alors, si jamais je veux m'expliquer, si jamais je veux créer la table de 1, je vais
simplement créer une petite fonction qui s'appelle, enfin un petit programme qui s'appelle mult.c. Je vais faire mon main, voilà, et je vais dire quoi? Je vais tout simplement, si je veux la table de 1, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout simplement utiliser for int i. Alors je veux pas forcément la table de 0, hein, on va partir de 1. Je vais aller de 1, je vais tant que i est inférieur ou égal à 10, puisque je veux faire la table de 1 jusqu'à 10, et je veux augmenter de i à chaque tour de boucle. Ok. Et ce que je veux écrire, c'est tout simplement... Alors, je vais écrire la table de 1, donc 1 fois... Et je sais que i, lui, va varier. Alors, premier tour de boucle, il va valoir 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Donc, je vais facilement écrire la table de i. Hein. Donc, i une fois, et là, je vais mettre en fait la valeur de i, est égal à, et je vais mettre le résultat de la multiplication. Et je vais aller à la ligne. Donc, le premier opérande que je vais écrire, c'est i. OK. Voilà. Et le deuxième opérande que je vais écrire, c'est 1 fois i. Donc dans l'idée, i va varier de 1, va passer de 1 à 2, à 3, à 4. Donc la première fois, je vais écrire 1 fois 1 égale 1. La deuxième fois, je vais écrire 1 fois 2 égale 2. 1 fois 3 égale 3. Et donc à chaque fois, je vais calculer, je vais mettre i, et je vais aussi mettre 1 fois i. Ok, donc ça, normalement, ça devrait me donner la table de 1. Essayons de voir. Je compile. Je vais faire un mult.c-o mult. Et j'ai effectivement la table de 1 en faisant varier i. Ok, ça marche. Maintenant, comment je peux faire pour faire varier, en fait, pour récupérer toutes les tables de multiplication? Bah, si j'arrive à faire la table de 1, en faisant varier le deuxième opérande, en fait, ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est faire varier le premier opérande. C'est-à-dire que maintenant, j'ai la table de 1, et ensuite, je voudrais que cet opérande passe à la table de 2, puis la table de 3, et ainsi de suite. Bah, comment je fais varier des éléments de 1 jusqu'à 10? Bah, je les fais varier avec une boucle. Donc ça veut dire que la boucle for que j'ai écrite ici, je vais la mettre ici, et je vais faire en fait varier le premier opérande. Donc je vais tout simplement créer int j. Alors le premier opérande, il va avoir le premier tour de boucle 1. J va aussi être on va tourner jusqu'à ce que j soit inférieur, tant que j est inférieur ou égal à 10. Et je vais faire un j++ pour qu'à chaque tour de boucle, je puisse aller un cran plus loin avec mon j. Voilà. Je vais mettre ma notion de boucle ici. Et donc tout simplement, bah, j, le premier tour de boucle, il va valoir 1, deuxième tour de boucle, il va valoir 2. Donc ce j, en fait, premier tour de boucle, il va valoir 1, je vais l'utiliser comme premier opérande. Voilà. Et je vais en fait mettre j comme premier opérande. Donc j va valoir 1. Et ensuite, dans j, eh bien, i va aller de 1 à 10. Donc premier tour de boucle, j vaut 1, et i vaut de 1 à 10. Donc il va faire 1 fois 1, 1 fois 2, 1 fois 3, 1 fois 4, et jusqu'à 1 fois 10, 10. Puis, on va retourner dans le tour de boucle d'ici. J va prendre la valeur 2, puisqu'il va être incrémenté de 1. Et i va de nouveau prendre les valeurs de 1 à 10. Puis il va faire 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3, et ainsi de suite. Et donc, normalement, ça devrait m'écrire ma table de multiplication. En faisant simplement, en affichant le mult. Alors la sortie est un petit peu grande, hein, mais on le voit. Ah oui, par contre, le résultat n'est pas bon. Donc il m'écrit effectivement les tables, mais le résultat n'est pas bon. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je n'ai pas modifié le résultat. Hein. Si je multiplie j fois i, bah, le résultat c'est j fois i. Hein. Sinon, effectivement, je vais quand même avoir un problème. Hein. Donc je recompile. Et là, je m'aperçois que maintenant, mes tables de multiplication ont été écrites correctement. Hein. J'ai la table de 1, j'ai la table de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. J'ai donc un programme qui m'écrit mes tables de multiplication. Donc on est sur un
des boucles imbriquées, hein, c'est-à-dire que cette boucle-là, elle est imbriquée dans celle-là, et ça permet en fait de faire varier deux compteurs, et deux compteurs qui vont me créer en fait les multiplications entre tous les couples existants des valeurs que l'on peut avoir avec ces deux compteurs. Bon, bah, je crois qu'on a fait un tour qui est pas mal. On a fait des boucles pour, des boucles while, on a vu la différence entre les deux. Et là, on a terminé avec des boucles imbriquées. Alors naturellement, je ne l'ai pas dit, mais on peut aussi imbriquer des boucles while hein, qui vont marcher exactement sur le même principe. Sachant qu'en fait, la boucle while imbriquée va être imbriquée dans l'autre, donc elle va connaître en fait les variables qui ont été déclarées dans le premier bloc. Tout ça, ça vient encore une fois, ça découle de la notion de bloc. La notion de boucle est quelque chose de fondamental à comprendre. Nous allons pouvoir, en fait, avec un minimum de code, faire un maximum d'actions. Mais en termes d'optimisation, nous allons aussi nous apercevoir que c'est au niveau des boucles, en fait, que les programmes vont perdre le plus de temps. Effectivement, les boucles, ce sont des instructions qui sont répétées, parfois des centaines, parfois des milliers de fois. Donc si vous répétez une instruction des milliers de fois, eh bien il faut vraiment veiller à ce que ces instructions soient vraiment optimisées en termes d'utilisation de mémoire et de temps. Les boucles, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à utiliser, mais si jamais un jour vous voulez savoir pourquoi est-ce que vous perdez énormément de temps dans un programme, pourquoi est-ce que ce programme met par exemple plusieurs heures à s'exécuter, eh bien une bonne idée serait de commencer par jeter un coup d'œil en fait sur la constitution des boucles. Peut-être que ma boucle fait des tours en trop, peut-être qu'il y a trop d'itérations, peut-être que je gère trop de cas dans ma boucle, peut-être que je peux réduire en fait ma boucle. Nous avons vu un petit exemple en fait où nous pouvons parcourir les chiffres pairs uniquement en modifiant en fait le pas dans la boucle for. J'aurais aussi très bien pu faire en fait parcourir tous les chiffres en faisant +1 à chaque fois et en faisant une structure conditionnelle if dans la boucle pour vérifier si le nombre est pair, je l'affiche, s'il n'est pas pair, je ne l'affiche pas. Mais je fais donc 2 fois plus de tours dans la boucle, et en plus je fais un if dont je n'aurais pas eu besoin dans la solution que nous avons mis en place pendant la vidéo. Donc les boucles, en fait, c'est quelque chose vraiment à double tranchant, hein, c'est quelque chose qui nous permet d'aller très très vite en tant que développeur. Mais par contre, si jamais vous perdez du temps dans un programme, n'hésitez pas à privilégier d'abord l'analyse des boucles. C'est souvent là, en fait, qu'on gagne énormément de temps en simplifiant les choses ou en optimisant les instructions qui sont appelées. Bon, ben on continue notre exploration du C++. On sait maintenant comment développer des choses plutôt complexes et répétitives sans avoir finalement à écrire énormément de code. On va donc continuer à voir ce que nous offre le langage dans les prochaines vidéos. À bientôt!